Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo d'actualité du 12 octobre 2025. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas des infos de ouf, mais vous le voyez quand même dans le menu, un certain nombre de sujets à développer. On va commencer par l'interview d'Enzo Molébé, très ambitieux, mais qui nous dit aussi des choses sur peut-être pourquoi il ne joue pas à l'heure actuelle. On va voir également ce qu'a dit Michel Kang au groupe lors du deuxième inside de l'Olympique lyonnais. On regardera également quelques stats marquantes du début de saison et notamment une où vous allez voir l'OL est classé deuxième au niveau européen dans une stat très très importante et très, je dirais, significative de la QV OL 2025-2026. On va faire un point sur les joueurs prêtés. Vous allez voir qu'ils ont des fortunes diverses, notamment Koumbedi. Ça se passe pas super bien du côté de Wolfsburg et ça va impacter son transfert définitif. Enfin, on terminera sur Textor, Ares, Botafogo, Eagle Football, bref, le point sur la situation parce qu'on lit beaucoup de choses, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'interrogations. Je vais essayer de faire le point sur ce qui se passe et envisager si ça peut impacter l'OL. On va commencer donc avec Enzo Molébé qui a donné une interview aux médias, au site internet 11 Mondial. Interview fleuve, hein. C'est très très important. Il nous parle évidemment de sa jeunesse, une jeunesse assez difficile. Il explique tout ça, notamment l'implication de sa mère dans son projet personnel de football. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé puisque ça rejoint d'une certaine manière des interrogations des supporters sur une utilisation plutôt modérée d'Enzo Molébé et d'ailleurs d'Alejandro Gómez Rodríguez, tout simplement parce que vous allez le voir, on lui demande, vous voyez l'interview est très très longue, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est cette question-là. Quelles sont les différences entre les matchs de jeunes et les matchs de pro? Parce qu'on peut éclater tout en jeune, notamment quand on domine sur le plan athlétique. Molébé et Gómez Rodríguez, c'est des sacrés bestiaux. Alors ils ont de la technique, hein, évidemment, mais évidemment quand ils arrivent face aux jeunes, cette différence physique peut faire la différence. Chez les pros, vous avez des mecs qui sont aussi costauds que vous. Donc pour faire la différence, il faut la faire sur le plan technique, sur le plan tactique, et surtout savoir bien se situer dans le jeu. Donc on va voir ce qu'il nous dit quand on lui pose la question sur la différence entre les deux de football. Alors il nous dit, en jeune, on est un peu bourrin, on veut tout le temps aller vers l'avant, on veut toujours faire quelque chose, alors qu'en pro, on joue plus intelligemment, on prend le temps, et quand il y a une fenêtre, on fonce. Voilà les différences. Et là, comme je suis avec l'équipe à l'entraînement, je commence à comprendre, à mieux analyser, à mieux gérer les temps forts, les temps faibles. Donc il nous confirme un peu ça, c'est-à-dire que oui, chez les jeunes, voilà, si tu es déterminé, si tu y vas, ta puissance physique, ta technique font la différence en pro, et surtout, je dirais, dans le jeu de Paulo Fonseca, qui est un jeu quasi scientifique, hein, avec une très grande rigueur, ça va rejoindre les stats qu'on va voir plus tard. Dans le placement, t'as beau être un buteur, t'as beau dominer en jeune, chez les adultes, il faut être plus qu'un bourrin, comme il le dit lui-même, hein, c'est pas moi qui emploie le terme. Il faut analyser, il faut bien se placer sur le repli, sur la défense, sur le pressing, sur les prises de profondeur, etc. etc. C'est un autre jeu. Et s'il ne joue pas encore, c'est que lui et Gómez Rodríguez n'ont pas encore vraiment intégré tout cela. Alors il le dit, hein, je suis à l'équipe à l'entraînement, je commence à comprendre. Vous voyez, il ne dit pas, voilà, je me sens à l'aise, j'ai compris, je suis prêt à contribuer, etc. etc. Bon, alors, on a le discours d'un jeune homme qui est très ambitieux. Bon, vous voyez dans le titre, hein, évidemment, je rêve de gagner le Ballon d'Or. Bon, alors certains diront, ouais, c'est la mentalité américaine, on veut atteindre le plus haut niveau, on croit en soi, patati patata. Et puis, je dirais la mentalité française dit, ouais, calme-toi gamin,
Gagne déjà ta place à l'Olympique Lyonnais, et puis ensuite on verra pour le reste. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Bon, en tout cas, je vous invite à aller la voir. Évidemment, c'est gratuit. C'est assez long et surtout, on comprend bien un petit peu toutes les galères qu'il a connues avant d'arriver là où il en est. Donc, quand même, chapeau à lui. Mais bon, voilà, maintenant c'est le monde pro. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Hein. Ton enfance difficile, bah, c'est quand tu es sur le terrain, on s'en fout. Voilà, il faut être bon. Il faut être bon et quand on te lance, il faut être bon. Et il faudra faire mieux que ce que tu as fait contre Salzbourg. Voilà, la saison est longue, à lui de gagner sa place. Deuxième sujet, et il est évoqué dans l'Inside, le deuxième Inside de la saison de l'OL Play, qui est disponible sur l'OL Play ou sur le YouTube OL. Alors je vous conseille plutôt de prendre l'OL Play, parce que sur le YouTube OL, bon déjà c'est plus cher. Et en plus, vous avez pas les matchs historiques de l'OL comme on retrouve sur l'OL Play. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Et donc, on voit, bah, bien entendu, tout ce qui s'est passé depuis le dernier Inside. Donc, ça commence après le match de Marseille. Et bah, toutes les péripéties que l'on a connues depuis. Ce qui, évidemment, a marqué les esprits, ce sont les interventions de Michel Kang qui s'est adressé, ben, je dirais, au staff, notamment pendant la fin du mercato, et qui a bel et bien affirmé que pour être en cohérence avec les exigences de la DNCG, mais pas que la DNCG, hein, il faut aussi prendre en compte la DNCG européenne, eh bien, il fallait absolument vendre un joueur. Alors ce joueur, on a pensé longtemps, notamment parce que l'équipe nous affirmait que Malik Fofana allait partir. Donc on a pensé que ce serait lui qui allait remplir les caisses avec son transfert. Alors il y a eu des offres pour Malik Fofana, jusqu'à 45 millions, figurez-vous, mais essentiellement Fulham et Everton, et Malik Fofana ne veut pas aller dans ces clubs. Il préfère rester à Lyon, continuer à progresser, à se montrer, jouer la Coupe d'Europe, être dans un environnement où il se sent à l'aise, plutôt que de céder d'ores et déjà aux sirènes de la Première Ligue. Alors, il faut savoir quand même que certains imaginent bah, que d'une certaine manière, voilà, c'est scandaleux, il aurait dû se sacrifier plutôt que ce soit Mikotadze. Alors déjà, Malik Fofana, il n'a pas à se sacrifier pour réparer les erreurs de gestion de Monsieur Textor. Il gère sa carrière, c'est un jeune joueur. Il faut savoir évidemment qu'en signant à l'OL, en restant à l'OL, bah, il gagne sans doute 4 ou 5 fois moins que s'il avait signé en Première Ligue. Donc je vois pas comment on pourrait le critiquer pour ça. Évidemment, comme il n'a pas voulu le faire, bah, c'est Mikotadze qui s'y est collé et qui, lui, pour le coup, s'est vraiment sacrifié. Mais c'est pas parce que Mikotadze s'est sacrifié et qu'il a accepté de le faire pour le bien du club que je vais critiquer le choix de Malik Fofana. Il est bien libre de faire ce qu'il veut. Il est payé pour jouer au foot, donc il joue au foot. Et les erreurs de gestion de l'OL, ce n'est pas son problème, ce n'est pas son affaire, il n'y est pour rien. Donc voilà, moi je ne vais pas reprocher ça à Malik Fofana. Par contre, effectivement, je salue le sacrifice de Mikotadze. Michel Kang nous a également dit qu'on allait repasser devant la DNCG le 1er décembre. Alors j'ai vu certains qui s'inquiétaient en disant « Mais ils ne veulent pas nous lâcher la grappe, la DNCG ». Alors il faut savoir que c'est normal. La DNCG, vous la rencontrez 2 fois dans l'année, alors parfois plus, notamment quand vous êtes textor, et que vous n'arrivez pas à imprimer ce qu'on vous dit, parce que vous avez une tête de mule. Bah maintenant, avec Michel Kang, avec Michael Gerlinger, on a des gens bah, voilà, qui disent on va faire ce que nous demande la DNCG. Michael Gerlinger, lors d'une de ses interventions, il dit on sait désormais qu'on ira devant la DNCG sans risquer la mort du club. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur les ventes de l'année, on a fait 120 millions depuis le début du mois de juin. Je rappelle que j'avais fait une vidéo avant le mercato pour dire il faudra vendre pour 120 millions. Certains m'ont dit tu racontes n'importe quoi. Voilà.
Donc on a vendu pour 120 millions et donc on n'est pas obligé de vendre en janvier, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas vendre. Parlez de Malik Fofana. Regardez, je prends un exemple, j'ai pas d'infos. Vous prenez Liverpool. Liverpool qui a perdu Luis Diaz, qui a des résultats délicats et qui peut-être a besoin de mettre un petit peu le feu dans son côté droit, dans son côté gauche, peut-être aussi dans son côté droit, vu que Mohamed Salah est un petit peu en difficulté. Donc il n'est pas exclu que Liverpool, tout simplement, revienne à la charge sur Malik Fofana, pose 80 patates. Si vous posez 80 patates pour Malik Fofana, il faut le vendre tout de suite. Il n'y a même pas à se poser de questions. Bon, par contre, comme on est dans les clous de la DNCG, si on vend Malik Fofana, on pourra recruter des joueurs. 1, 2, 3, peut-être un mec en défense centrale, ça ferait pas de mal. Un latéral droit, ça ferait pas de mal. Sachant que, malgré tout, peut-être Koumbedi va revenir. Et peut-être un numéro 9 ou un ailier droit. Enfin bon, bref. Et un ailier gauche pour remplacer Malik Fofana. Bon, bref. Voilà, je crois qu'on peut attendre cette date du 1er décembre. Invoquée donc par Michel Kang assez tranquillement. On a fait ce qu'il fallait. Le club essaye de faire des économies. Je rappelle, masse salariale divisée par 2. Ça, déjà, c'est une économie énorme. 80 millions d'économies. Plus, peut-être, puisqu'on nous a dit même divisé par plus que 2. On est parti de 160 millions. On est peut-être à 75-80. Bon, ça reste quand même largement plus que ce que nous disait l'équipe, qui nous disait qu'on était à 55. J'ai toujours dit que ce chiffre était délirant. D'autant qu'il l'était avant le départ de Matic et de Mikotadze. Donc autant dire qu'il était vraiment délirant. Bon, bref. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter pour ce rendez-vous. Entre-temps, sur le plan financier, il y aura la publication du bilan clos au 30 juin. Alors là, attention, ça va piquer les yeux. Ça va faire très très mal. Je pense qu'on va arriver avec un déficit supérieur à 150 ou 160 millions. Minimum. Et mine de rien, ce déficit, une fois que l'année est finie, il disparaît pas, il reste dans les comptes. Donc il faut l'éponger. C'est pour ça que même si on est vertueux cette saison, les bêtises des années précédentes, elles nous rattrapent toujours. Donc on est loin d'être sorti de l'auberge, les amis. Voilà. Donc on va suivre ça, mais en tout cas, moi personnellement, je ne m'inquiète pas du tout pour le prochain passage devant la DNCG. Je pense qu'on est dans les clous et que cette fois-ci, les dirigeants ont vraiment compris ce qu'on attendait d'eux et ce qu'on attendait du club. On va passer aux statistiques. Alors vous le voyez, c'est DataFoot qui a sorti un tableau avec les 5 premiers du championnat. Et nous sommes 4e. On va regarder un petit peu où on se situe par rapport aux autres. Alors au niveau des XG, c'est Monaco et Marseille et Strasbourg qui sont devant nous. Entre 13-4 et 13-8. Nous, on est à 12-3. Donc on est 4e. Et très bizarrement, le PSG est d'à moins de 11. Au niveau des buts, là, ça montre qu'on n'est pas très réaliste. Puisque des 5 premiers, on est la seule équipe qui a moins de buts que ses XG. Donc il y a quand même une marge de progression. C'est quand même très lié à la qualité de nos offensifs et à leurs prestations. On remarque que sur les récupérations hautes, on n'est pas bon du tout. On est à 58 récupérations hautes. Le Paris Saint-Germain est quasiment, enfin même à plus du double. Tous les autres sont à plus de 90, donc quand même plus de 33 de plus que nous. L'explication que je vois là-dedans, c'est que quand on joue en 4-4-2, ce qui nous arrive quand même assez souvent, en fait, on ne va pas presser très haut. On est très agressif au milieu de terrain, en défense et avec nos ailiers, mais pas vraiment sur un pressing haut. On est sur un pressing médian. Mais dans ce pressing médian, on récupère énormément de ballons. On voit par ailleurs dans ces statistiques qu'on est à 160 pertes basses. Et oui, on fait des boulettas. On fait des boulettas devant notre défense. Et largement plus, par exemple, que Marseille. On a fait 66 de plus que Marseille en 7 matchs. Donc ça, c'est embêtant. Bon, on voit que quand même le PSG, Strasbourg et Monaco en font pas mal aussi. Au niveau des occasions,
concédé. Alors 8,7 XG contre nous. Bon, on est 4e, donc là c'est dans la moyenne des meilleurs. Et 11 pour Monaco. Et par contre, sur les buts encaissés, 5 seulement, avec 8,7 XG. J'analyse ça comme le travail excellent de nos gardiens. Donc écoutez, bon, pour le moment, on a des stats qui sont correctes. On voit qu'on peut vraiment s'améliorer en efficacité, puisqu'on est à un déficit de 3 buts. En plus, on est sur des matchs hyper serrés. Donc un déficit de 3 buts, ça change tout. Je pense notamment au match de Rennes. Match de Rennes, vous devez mener 2-0 à la mi-temps, bon, plus l'expulsion. Merci Madame Frappard. Et même contre Toulouse, si on fait le travail, on est à 2-0 à la mi-temps, je suis pas sûr qu'ils reviennent. Je vais pas faire de foot fiction, je reproche toujours aux gens de faire du foot fiction, donc je ne veux pas en faire, mais voilà, il va falloir s'améliorer dans l'efficacité. Il va falloir aussi s'améliorer dans les pertes basses. Alors il n'y a pas que Maitland Niles qui fait des boulettas, quasiment tous nos défenseurs font des boulettas, donc il va falloir être encore plus sérieux. Mais bon, ce sont des choses quand même qu'on peut améliorer. C'est pas comme si vous étiez sur des stats que vous pouvez pas améliorer. Là, on est sur des stats qu'on peut améliorer. Donc, j'ai plutôt confiance dans la capacité de notre équipe à changer cela. On va passer maintenant à une deuxième stat qui, là, pour le coup, est hyper bonne de la part de l'OL. C'est une stat défensive. Et en fait, elle reflète vraiment ce qu'on voit sur le terrain. C'est le Centre international et européen du sport qui nous donne cette statistique qui est très intéressante. C'est le nombre de kilomètres parcourus par une équipe quand elle n'est pas en possession du ballon. Donc ça, c'est très intéressant, c'est sur les 5 grands championnats. Et donc une équipe qui va courir beaucoup sans le ballon, dans le but de le récupérer, dans le but de faire du pressing, dans le but de faire des prises à 2, des prises à 3, eh bien, on trouve premier le Paris Saint-Germain avec 14,94 km et l'Olympique Lyonnais avec 14,58. C'est par match. Donc, et on est devant Manchester City et le Bayern Munich. Donc ça veut dire quand même qu'on retrouve dans ces statistiques ce que l'on voit sur le terrain, c'est-à-dire une équipe hyper solidaire, une équipe qui court énormément, qui essaye d'aller récupérer le ballon, qui fait beaucoup de replis défensifs, de prises à 2, de prises à 3. Et on voit beaucoup de joueurs qui viennent aider leurs copains sur le terrain. Et forcément, écoutez, ça fait beaucoup de kilomètres. Donc quand même, on voit que sur cet investissement collectif, cet investissement personnel et physique, eh bien, on est 2e en Europe, dans les 5 grands championnats. Donc ça, je trouve que c'est une très très belle stat pour notre OL. On va passer maintenant aux joueurs prêtés. Alors on en a parmi les joueurs majeurs, je dirais, parce qu'on pourrait parler de Bengi, par exemple. On en a plusieurs, mais je vais m'intéresser au cas de Saël Koumbedi. Saël Koumbedi, il a été donc prêté à Wolfsburg. 1 million de prêts payants avec une option d'achat de 6 millions et 2 millions de bonus. Alors j'ai entendu, mais je ne peux pas dire où, je ne me souviens pas. Donc il faudra me croire sur parole. Je crois que c'est Hugo Guimet, mais je ne suis pas certain. Eh bien que pour lever l'option d'achat, l'option d'achat devient automatique si Saël Koumbedi est titulaire au moins 5 fois dans la saison. Et vous le voyez à l'écran, 5 matchs possibles pour Koumbedi et 0 match. Alors il y a des matchs où il n'est même pas dans l'équipe, et tous les autres matchs, il est sur le banc, il ne rentre pas. Donc les 6 millions d'options d'achat, ils ne sont pas acquis. Et il ne serait pas du tout impossible que pour la saison prochaine, on récupère Saël Koumbedi. Bon, ce qui ne serait pas forcément un désastre. Ce qui ne serait pas un désastre, c'est un petit salaire. Alors, il a sans doute augmenté son salaire en signant à Wolfsburg. Mais bon, c'est un petit salaire, un jeune joueur qui a un certain potentiel, qui a peut-être un potentiel de plus-value. On a 10% sur la plus-value, mais en tout cas, pour le moment, après plus d'1 mois et demi à Wolfsburg, eh bien, c'est 0 minutes. Pour Saël Koumbedi. Chez les autres prêtés, on a Khaled Takar donc à la Real Sociedad qui lui joue tous les matchs. C'est une option d'achat qui n'est pas obligatoire, donc c'est la Real Sociedad qui décidera de la lever ou non. On a également Mamadou Diawara qui lui a joué
tous les joueurs avec le Royal Antwerp. Il n'a pas joué un seul match complet. Parfois, il est rentré en cours de jeu. Bon, ça n'a pas l'air jojo, hein, ce qu'il fait là-bas. Là aussi, il n'est pas interdit de penser qu'il va revenir. Polakoukou, qui lui est prêté en 2e division espagnole, a joué tous les matchs, a même été élu meilleur joueur lors d'un match, mais bon, globalement, ses prestations sont assez moyennes. On n'est pas surpris. Hein. Et donc, lui aussi, pas d'option d'achat obligatoire, donc fort possible qu'il revienne dès l'été prochain. Enfin, Matt Turner, un peu le fantôme, joueur recruté par l'OL qui n'y a jamais foutu les pieds, je ne sais même pas s'il a déjà mis les pieds en France. Donc recruté à cause des accords de Textor avec Marinakis de Nottingham Forest. Recruté pour 8 millions. Ça pique. Reparti. Bon, on va dire parti immédiatement du côté de New England. Revolution, avec une option d'achat de 3 millions. Donc quoi qu'il arrive, on perdra 5 millions sur Turner. Bon. Un dossier qui nous crispe un petit peu. Donc vous voyez les amis, sur le sort des joueurs prêtés, bon, bah, malheureusement il y en a quand même à mon avis pas mal qui vont revenir chez nous, y compris Koumbedi qu'on pensait définitivement parti parce qu'on se disait quand même il le recrute. 5 titularisations, ça paraît pas totalement inaccessible. Et pourtant, en tout cas, à l'heure actuelle, ça n'a pas été cas. Alors certains me diront, ah, il est peut-être blessé. Non, il a joué avec l'équipe U21 française. Encore il y a 2-3 jours. Non, il est valide. Il est valide, mais il joue pas. Bref, donc, Koumbedi, pas forcément définitivement parti. On va terminer avec l'autre, là. Le zinzin, là. Johnny Ponzi. Puisque beaucoup de choses sont dites sur ce qui se passe à Botafogo, avec Eagle Football, avec Ares, etc., etc. Donc je vais essayer de donner mon point de vue. Alors déjà, il faut comprendre que Ares, c'est un organisme financier qui a prêté, non pas directement à John Textor, mais à Eagle Football Holdings, environ 450 millions de dollars. Sur les 450 millions, ils en ont prélevé plus de 200 lors de la vente de Crystal Palace. Donc on peut se dire, ah bah il reste environ 200-250 millions à rembourser. Non, pas du tout. Comme je l'ai expliqué en premier sur YouTube, le prêt, je devrais même dire les prêts, parce qu'il y a plusieurs paliers dans un seul prêt. Voilà. Il y a plusieurs paliers. Et ce sont ce qu'on appelle des bullet loans, c'est-à-dire que les intérêts ne sont pas remboursables mensuellement ou annuellement, mais in fine, à la fin. Et ces intérêts se rajoutent au capital. Donc on paye des intérêts sur des intérêts, puisque chaque année, les intérêts sont capitalisés. Donc, en réalité, à l'heure actuelle, il reste encore pas loin de 350 millions à rembourser. Et oui, vous prenez une calculette sur Internet, vous mettez 400 millions à 20, on va dire 15% en moyenne, vous allez voir combien ça fait d'intérêt. Donc il reste énormément. Alors, Eagle Football donc, doit rembourser cette somme. Dans Eagle Football, on a John Textor, on a Ares eux-mêmes, on a Icon Export, on a Jean-Pierre Comté, on a évidemment Michel Kang. Alors je lis, notamment c'est ce qui se passe dans la presse brésilienne, mais il faut savoir qu'une partie de la presse brésilienne est totalement, je dirais, manipulée par John Textor en faisant croire à peu près tout et n'importe quoi. Donc dans le n'importe quoi, il y a les problèmes de Botafogo, c'est à cause de l'Olympique Lyonnais. Botafogo, ça vaut, allez, 100 millions. Olympique Lyonnais, ça vaut 5 ou 600 millions. Sans les dettes. Hein. Donc le cash, il est à Lyon. Et Textor a réussi à faire croire aux supporters de Botafogo qu'en fait, c'était pas Botafogo qui nous devait du pognon. C'était nous qui devions du pognon à Botafogo. Vous imaginez, Botafogo, ils ont acheté pour je ne sais combien sur le marché des transferts.
Luis Enrique, Thiago Almada, etc., etc. Mais ça, c'est soi-disant, selon Textor, grâce à l'argent de Botafogo. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est grâce à l'argent de l'Olympique Lyonnais et on continue de payer l'achat de ces joueurs. Alors certes, on a une dette, une créance, pardon, envers Botafogo qui doit nous rembourser puisqu'on a revendu ces joueurs à Botafogo. Mais on continue de les payer tout simplement parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un affacturage. Il a fait de l'affacturage avec les joueurs de Botafogo que l'on a achetés. Et ensuite, il a dépensé cet argent tout de suite pour racheter encore des transferts. C'est pour ça d'ailleurs que je l'appelle Johnny Ponzi, parce qu'il fait une pyramide de Ponzi au vu et au su de tout le monde. Bon, seulement évidemment, pyramide de Ponzi, ça ne dure pas très longtemps. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus payer vos nouveaux achats, vos nouvelles dépenses, vous ne pouvez plus les payer. Bien. Et donc on en arrive aujourd'hui à Botafogo, où à Botafogo, il n'y a plus une thune. Et toujours aussi malin, toujours aussi intelligent, Textor, le fameux Danilo de Nottingham Forest, il voulait nous le refourguer à nous. 28 millions. Il l'a acheté avec Botafogo. Comme si Botafogo, qui nous doit déjà une centaine de millions sur les joueurs qu'on leur a revendus, c'est-à-dire Luis Enrique, Thiago Almada, Jair, j'en oublie un, Igor Jesus. Donc ils nous doivent déjà 100 millions. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il rachète encore Danilo 28 millions à Nottingham Forest. Alors il peut le faire parce que Nottingham Forest lui donne des conditions de paiement. Seulement le problème, c'est qu'il y a bien un moment quand même, il va falloir les payer. Et lui, il a fait comme ça sur quasiment tous les dossiers. J'achète un mec à crédit, je le revends, et avec la plus-value que je vais revendre, je vais repayer ce que j'ai acheté à crédit. Mais entre-temps, le pognon que je retire de la vente, je le redépense tout de suite. Et ceux à qui je dois du fric, on verra ça plus tard. Il fait ça tout le temps. C'est vraiment une pyramide de Ponzi. Donc c'est pour ça ce surnom Johnny Ponzi. Donc où en est-on finalement ? Parce que Eagle, comme je l'ai dit, ce n'est pas que John Textor. Donc Eagle a emprunté à Ares. Et Ares, contre l'argent qu'il a apporté, a reçu les titres de tous les clubs détenus par Eagle. Donc Crystal Palace, ça c'est fait. Ils ont récupéré tout le pognon de Crystal Palace. Il y a l'Olympique Lyonnais, bon, qui n'est pas en vente. Il y a Botafogo, il y a Molenbeek. On oublie Molenbeek, bon, on va dire, c'est un pouillème dans tout le processus. Donc l'OL, actuellement, est administré par Michel Kang, appartient donc toujours à Eagle Football. Et on va me dire, oui, mais Textor, il est majoritaire. Alors oui, il est majoritaire d'Eagle Football. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit tout dans toutes ses interviews au Brésil. Il dit, je suis majoritaire d'Eagle Football. Ouais, mais le problème, c'est que quand tu as fait des emprunts et que tu peux pas les rembourser, ben tout ce qui t'appartient, au final, appartient à tes créanciers, donc à Ares. Donc Ares a accordé 12 mois. 12 mois à Eagle. 12 mois de plus. Normalement, Ares, ça, il pouvait tout prendre. Pouvait tout prendre. Donc ils ont dit, bon, ok, on donne 12 mois de plus à Eagle. Mais c'est pas une victoire de Textor. Plutôt une victoire de Michel Kang, de Jean-Pierre Comté, des autres associés. Mais Textor fait passer ça au Brésil pour une victoire. Donc la situation est toujours la même. Il faudra rembourser les 300 ou 350 millions qui restent à rembourser. Et Eagle, surtout si c'est Textor qui doit apporter les fonds, n'y parviendra pas. Donc en fait, on recule de 12 mois, mais ça ne change pas foncièrement la donne. Alors Textor là-dedans. Donc il a été expulsé de l'OL. Il fout jamais les pieds à Molenbeek et quand il y va, il se fait conspuer par les supporters. Et donc il lui reste plus que Botafogo. Alors ce qui se passe à Botafogo, c'est que pour évincer un dirigeant, dans les statuts de Botafogo, il faut que l'association qui est à l'origine du club de Botafogo, l'association qui détient 10 ou 15% des parts, a un pouvoir de blocage, un pouvoir de veto. C'est-à-dire que même si 85 ou 90% du board vote pour la destitution de Textor, l'association Botafogo
peut s'y opposer. Et jusqu'à présent, cette association était à fond derrière Textor. Donc Ares pouvait pas vraiment, Ares et Eagle, ne pouvait pas vraiment dégager Textor, parce qu'il y avait l'association qui bloquait. Seulement, ces derniers temps, ça a bien changé. L'association a rencontré, sans l'aval et sans la connaissance de Textor, Jean-Pierre Comté, au nom d'Eagle. Et en gros, ce que dit Eagle, c'est: il va vous falloir de l'argent à Botafogo parce que vous n'en avez plus. Alors certes, le mercato arrive, mais s'il faut vendre tous les bons joueurs pour récupérer des sous, bah vous n'aurez plus d'équipe l'année prochaine et vous allez repartir en deuxième division. Si vous voulez qu'on investisse un peu, donc nous, Eagle, peut-être avec l'accord d'Ares ou l'appui d'Ares, eh ben, il faut dégager Textor. Parce qu'il ne sait pas gérer, parce qu'il fout le bordel partout, parce que ceci, parce que cela. Donc jusqu'à présent, l'association disait on est à fond derrière Textor, et là, donc comme je l'ai dit, ils ont rencontré Eagle sans que Textor soit au courant. Et visiblement, cette association serait prête à écouter Eagle et Ares, puisque les deux entités promettent d'injecter de l'argent, et on sait qu'il y en a, alors que Textor, c'est 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc Textor est à la merci, aujourd'hui, d'Eagle et d'Ares. Le sursis de 12 mois ne le concerne pas directement. C'est un 12 mois pour Eagle. Bien. Et les associés d'Eagle essayent de le dégager. Ils ne pouvaient pas le faire parce que l'association s'y opposait. Maintenant, l'association semble, je dis bien semble, ouverte à la destitution de Textor si c'est pour récupérer un petit peu de pognon et que soit nommé à la tête du club quelqu'un qui fait une gestion cohérente, qui ne va pas acheter 28 millions un Danilo, sachant que sur le marché il vaut beaucoup moins et qu'en plus vous êtes déjà hyper endetté. Quoi qu'il en soit, pour l'Olympique Lyonnais, ce qui se passe à Botafogo, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Textor ne nous concerne plus. On n'aura plus jamais affaire à lui. Par contre, ce qui reste réel, c'est qu'il y a des dettes à rembourser du côté d'Eagle, et que si elles ne sont pas remboursées, c'est Ares qui récupérera tout, y compris l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est leur envie. Leur envie, à mon avis, c'est que le club survive, puisqu'ils ont aidé à sa survivance cet été. Donc je ne vois pas pourquoi tout d'un coup ils décideraient de couler le club. En tout cas, bon, voilà où on en est sur ce dossier. Voilà les amis. J'espère que tout cela vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.